c'est un magazine mythique, britannique, notamment qui a vu la naissance de Judge Dredd, de Slane. Dredd, c'est le plus connu, hein, forcément. Donc il y a eu Slane, il y a eu les ABC Warriors, etc. Et donc là, on a la chance d'avoir des scénaristes et des dessinateurs de 2000 AD. So I'm introducing you guys to the audience. Donc en fait, on va tous parler de leur travail pour 2000 AD, de leur propre expérience sur le magazine. Parce qu'il y a beaucoup de différentes périodes qui sont représentées ici. Donc une période assez moderne avec Lee, Al, Simon, Ian, Kev, tout le monde en fait. Et des gens qui travaillent depuis un peu plus longtemps. Donc il y a des gens qui sont très très productifs. So some of you guys really worked a lot for 2080. Al, especially Simon, Ian and Ginty, of course. Lee on Defo and Aquila, the last thing, yeah. So, tu commences? Alors, peut-être pour vous les présenter un petit peu, vous avez donc ici Monsieur Al Ewing qui travaille à la fois pour 2080, qui a écrit Judge Dredd, le strip principal, qui a écrit une petite mini-série avec Mars Attack, que je vous conseille, qui est très drôle. C'est aussi le scénariste de la série mensuelle de Loki, les Mighty Avengers, actuellement. C'est aussi un romancier. Il y a 3 ou 4 romans sous sa ceinture. Il s'est fait connaître sur Zombo et, comme tous les grands auteurs qui sont ici, il a touché à Judge Dredd. Juste après, donc Ian Edginton, qui travaille depuis très très longtemps, qui a fait du Batman, qui a travaillé sur beaucoup de tie-in de jeux vidéo, qui représente en fait une forme très britannique de fiction. C'est-à-dire, il y a des allusions à la science-fiction des années 70. Vous avez Brasson aussi, qui est steampunk, très steampunk, avec Hulbard, qui est une série qui est facilement trouvable actuellement. Monsieur Davis, ici présent, donc effectivement, qui travaille souvent, enfin ces derniers temps, sur Slane, qui a aussi beaucoup travaillé sur Sinister Dexter, qui est une histoire de tueur à gages qui a été créée à l'époque de Pulp Fiction. Donc vous vous souvenez, les personnages de Michael Jackson et Travolta, c'était sur... Samuel Jackson. J'ai dit quoi? Michael Jackson. Ouais, Michael Jackson aurait été très bon. Coupé. Il y a aussi une petite, tout un strip complet qu'il a illustré, dont on parlait avec Kevin tout à l'heure, qui s'appelle Black Sida, qui est sur un super-héros indien, qui est passionnant, qui est très original, très drôle, parfois très, très noir. Donc ici, à côté de moi, donc Lee Gallagher, qui est sur 2 titres principaux, donc il a travaillé sur Judge Dredd, sur une série qui s'appelle Defo, qui parle en fait d'une figure inspirée des chasseurs de sorcières du XVIe et XVIIe siècle. C'est très violent. C'est très iconoclaste. Il y a un mélange d'horreur et là encore, de technologie à vapeur, du steampunk, encore une fois. C'est Pat Mills qui l'écrit, donc les créateurs de Marshall Law, très détaillé. Et vous avez un péplum extrêmement violent. Là encore, Monsieur Gallagher aime bien les œuvres violentes. You like violent stories? Si. Et donc ici à côté de moi, Kevin Hopgood, qui a travaillé sur Iron Man dans les années 90, qui a fait énormément de design également, et qui récemment a travaillé sur une série qui s'appelle The Man from the Ministry, qui est une série de science-fiction en noir et blanc, avec là encore beaucoup d'allusions à la science-fiction britannique, à l'art fantastique classique, avec un côté old school, un petit peu rétro, totalement délibéré, en tout cas dans le scénario. Voilà. First question, guys. What was your first approach on the magazine? What was the first contact with 2080? Who want to answer? Yeah, I'll start off. Although, to begin with, I'll apologise on behalf of Sol. Ma français c'est très mauvais, so tout en anglais. So I'm sorry about that. But yeah, to start off with, 2000 AD is one of the very few comics and one of the very few kind of Rebellion now who own it these days. Is one of the very few publishing companies with an open submissions policy. So anyone can send in a 4 or 5 page twist-ending science fiction or horror story, and it'll go into a pile,
and the editor will get to it eventually and decide whether he wants it or not. And that was how I got in. I went through that submissions process and began writing what are called Future Shocks, which are the science fiction ones, and Terror Tales, which are the horror ones. And these are 5-page stories that end with a twist, with a kind of shock, turnaround in the plot. And I basically kind of worked my way up from that until kind of just sending those in, getting a lot of rejections at first, but sending those in until I was sort of trusted to do a series, and then eventually I was trusted with Dread. And then I repaid that trust by running away to America and working for Marvel. So there we go. I'm just gonna translate what you say. Okay. Donc en fait, Al a apprécié 2000 AD, c'est là qu'il a commencé parce que c'est le seul magazine. Pardon. En fait, Al a commencé chez 2000 AD parce que c'est le seul magazine britannique où on peut soumettre son travail. Il n'y a pas du tout de contraintes. Tout le monde peut soumettre son travail. Ça va sur une pile de travaux par divers artistes ou écrivains. Et ensuite, c'est examiné par les gens qui sont responsables chez 2000 AD. Donc lui, il a commencé par une histoire pour Future Shocks, donc qui est une sorte de série un peu à la 4e dimension, Twilight Zone, avec un twist à la fin. Donc une histoire avec un petit twist à la fin. C'est là où il a commencé. Et ensuite, il est parti sur du Dread, etc. C'est les Anglais qui lui ont fait confiance. Et il les a remerciés en partant travailler pour Marvel et les États-Unis. Voilà. My kind of trajectory into 2080 is slightly different. I didn't start writing for them until about 10 years ago. I'd been working for an American company called CrossGen, who crashed and burned horrendously, and they owed me £11,000. And I couldn't pay my mortgage. I nearly lost my house, and I was like, so I fired off a whole load of pitches to Matt Smith, and he went, "Yep, we'll take this, we'll take this, we'll take this." I was very lucky there was series. I didn't have to do Future Shocks, so I did. I started off with Red Seas, the pirate thing with Steve Yoel, and then they reprinted Scarlet Traces in the magazine, and then so luckily it kind of snowballed from there. So my trajectory is kind of meteoric, and I hit the ground running, so to speak, and I've never really looked back. The thing I love about 2080 is they are such a diverse taste. You know, I've done steampunk, I've done horror, I've done science fiction, and all in. And I don't know if anybody's seen Brass Sun that's come out of the Clockwork Solar System. They're the best place, the only place that will do long form science fiction. You know, you could pitch to Image, but it tends to be back end deals, and you know, there's no guarantees the sale's going to be there. But 2080, you know, Red Seas did nearly 1,000 pages of comics, but you know, over a 10-year period, and there's nowhere else you could do that. And you know, they own some of the rights and things and so on, but it's a trade-off. But I just like the diversity of being able to work there. I think so. Donc en fait, Yann a commencé pour une compagnie américaine qui s'appelait CrossGen, donc une compagnie de comics, en fait, qui a fait faillite rapidement, et donc ils lui doivent encore 11 000 livres, ce qui fait qu'il a eu des problèmes. Ensuite, il a soumis tout son travail chez 2000 AD, donc il a envoyé pas mal de pitch. Ils lui ont pris donc, une série qui s'appelait Red Seas. Et ce qu'il apprécie chez 2000 AD, c'est qu'en fait, c'est un magazine où il peut écrire ce qu'il veut, donc de l'horreur, du steampunk, de la science-fiction, etc. Et c'était le seul magazine où il a pu faire une série sur 10 ans, et il y avait plus de 1000 pages de la même série, en fait. Il a dit que c'était pas possible de faire ça ailleurs maintenant. Voilà. My first stuff for 2008 was about 20 years ago, and much like Al, it was on the back of just sending in they have this thing where you can look, they'll send you a script, or the editor will send you a script, and you just sort of do it the best you can, and he'll look at it and criticise, and hopefully after a amount of time you'll start to get to the point where you're probably good enough to get published. So I started off with I think a 5-page Dark Judges story, which was pretty poor, and then moved on to Missionary Man with Gordon Rennie, and then from there to Sinister Dexter, and that I sort of worked on that for about 10 years or so, and then did some fab stuff with Ian here, and then Slain. So it's been pretty steady, really. I've just worked for about the last 20 years on nothing else. I haven't done any
work for any other companies particularly, and it's quite nice, really. Donc en fait, Simon a commencé chez 2000 AD il y a plus de 10 ans. Et il a commencé par une histoire des Dark Judges, donc en fait qui sont les ennemis de Judge Dredd, avec Judge DS, Mortis, etc. Donc il dit qu'il n'était pas très très bonne à l'époque, parce qu'il a beaucoup travaillé, il a soumis son travail une fois qu'il était satisfait de ce qu'il faisait. Ensuite il a travaillé sur Slain, sur Amp Necrosis avec Yann. Il a fait également Sinister Dexter, etc. Stone Island. Et voilà, donc il est très content de travailler pour 2000 AD, il n'a pas vraiment travaillé ailleurs depuis. Hello. Many years ago, I was like finding it really hard to break into the business. I'd literally spent years. I was working in the cinema at the time, and I was kind of getting a bit fed up of just bashing my head against the wall, trying to just getting constant rejection letters. I don't think I'd actually tried applying for 2000 AD at the time. It was mainly the American or the American publishers. So what happened was I eventually met Matt Smith at a convention. He tried me out for a Judge Dredd sample, and it was I was kind of at the point where I was saying to myself, if I didn't have my first professional commission by the time I was 25, then I'd kind of stop looking into comics and move into another line of artwork, like game design or something like that. 1 week before my deadline, my 25th birthday, I got a call from Matt Smith offering me my first Future Shock. And you should have seen me jumping up and down in the cinema like you wouldn't believe. And it was a cool little short story. It featured lots of scientists on an alien world with giant bulbous heads. So I used some of my friends as reference for some of the characters who get their heads exploded. And then after that, there were a couple more Future Shocks. And then I got picked up with Vertigo for about a year to work on the series for them. And then after that, I was out of work for a year. And then I decided to change my art style a bit because I realized that my style was, nothing was standing out, you know, and I need to get noticed by editors. So I changed my style completely. I studied the artwork of a guy called Jose Ortez, who drew the 13th Floor for Eagle mostly. Before that, it was Scream Comic. And submitted to Matt my new style, said if you can use me on anything, horror style, you know, that'd be great. And then a week later I was working on Defoe with Pat Mills, and I've been in constant work with 2000 AD since then. Donc en fait, Lee a commencé d'abord par les compagnies américaines. À l'époque, il donnait pas vraiment son travail à 2000 AD. Et puis il a eu beaucoup de lettres de rejet et personne n'a accepté son travail. Et donc il s'est dit que quand il arrivera à ses 25 ans, s'il ne trouvait pas de travail dans les comics, il changerait peut-être de job, donc pour devenir game designer, etc. Et il a eu un coup de fil de Matt Smith, donc qui n'est pas le Doctor Who, il y a beaucoup qui confondent, hein, donc qui est l'éditeur en chef de chez 2000 AD, et qui lui a dit donc il le prenait pour faire les Future Shock. Et donc il a été bossé un peu chez Vertigo, ensuite il est revenu chez 2000 AD, et il a eu un coup de téléphone de Pat Mills, donc qui est le créateur de 2000 AD, qui est un des plus grands scénaristes de chez 2000 AD, qui a écrit beaucoup de choses, qui a beaucoup écrit de Dredd, qui a créé Slain, qui a créé l'ABC Warriors. Et donc depuis, voilà, il travaille chez 2000 AD constamment. J'ai très bien traduit ce qu'il a dit. Bonjour. I'd been working in comics for 3 years before my first job on 2000 AD. I'd been working for Marvel UK, which is the UK subsidiary of Marvel US. I'd been my first strip was a thing called Zoids, which is a giant robot dinosaur thing. Then I did some action for Thundercats. There's all these cartoon tie-ins. I've been working on that for 3 years. And towards the end of the time, I was getting a bit fed up. I wanted to do something a bit edgier, you know. So I'd approached 2000 via some people at Marvel UK. I got to know Alan McKenzie and Richard Burton, who were the editors at the time, fairly well. So I said, you know, give me a go. And I was very pleased that they gave me some Future Shocks. I did about 3 Future Shocks, I think. Then I did they offered me a series called Night Zero, written by a guy called John Brosnan. I did 3 series of that. I did a story called Dry Run. I did a few Judge Dredds, and then after that I met I did Harlem's Heroes as well. And then I met the editor on Iron Man, and made a move to the States like everyone else was doing at the time. Donc en fait, Kev a commencé chez Marvel UK, donc qui était la branche britannique de Marvel, où il bossait beaucoup, et puis il a décidé un jour de bosser un peu pour 2000 AD.
où il a fait plusieurs séries, il a fait du Dread, 9-0, etc. Et après, il est parti aux States pour bosser sur Iron Man. Et il a notamment co-créé War Machine. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Ouais, donc alors pour revenir sur Kevin, en fait, c'est quand vous voyez le trailer d'Avengers 2, vous avez l'énorme armure d'Iron Man, où il se bat non pas contre Michael Jackson mais contre Hulk. C'est Kevin Hopgood qui l'a créé à l'époque quand il travaillait sur Iron Man. Ce qui est intéressant aussi, qui revient chez ce qu'on vous a dit ici, c'est que 2000 AD permet d'avoir une approche plus diverse et quelque chose de plus dur, de plus provoquant. Il y a un humour très très noir. Alors il y a une question, Simon, would you agree to talk about did you have some nudity backlash on the Stone Island? Because I read a bit about this. It was a bit fun. I want to show the people how 2080 can get away with more things that different comics. Would you like to talk about this? Well, it wasn't an intentional. Well, obviously it was intentional, but I didn't really mean it to be any sort of anything controversial. But Ian had wrote these scripts, and there was a character at the end, wasn't it? And it just said this guy was naked. So I thought, well, might as well draw everything. So. And I thought it was mostly tasteful, and but apparently, maybe a couple of people sort of objected to blokes' bits and bobs, which I thought was most they don't seem to object to ladies' bits and bobs. So, but anyway, I just thought equal it out a bit. So, but yeah, I think 2000 has always been sort of quite good with that sort of thing, and the current editor, Matt Smith, he's been pretty good really, and he doesn't sort of, every now and then he sort of has a bit of a wince and will put a speech bubble over that, but generally he's okay actually. Yeah. Donc en fait, Ian et Kevin et Simon, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, avaient fait une série qui s'appelait Stone Island, qui est, pour résumer, en fait une histoire d'horreur. Donc vous avez des humains qui commencent à être possédés par des entités monstrueuses qui déforment leur corps, etc., etc. Ils doivent arriver à s'échapper. Et donc Simon avait illustré ça avec son style peint. Donc il y a moyen de faire des images très très réalistes, très atmosphériques en même temps. Il y avait donc plusieurs cases qui demandaient à ce que les personnages soient nus, dont des hommes. Et donc il a essayé d'illustrer ça de manière la plus tasteful, de meilleur goût, sans en faire trop. Et c'est amusant parce qu'en fait, comme c'était dans 2000 AD, il y a eu quelques petites protestations, parfois même amusantes. Il parlait des bits and bobs, vous savez, les petits morceaux qui bougent, voilà. Mais si vous faisiez ça dans un comic book mainstream, ça ne passerait pas. Vous faites ça dans les X-Men, dans n'importe quoi, c'est fini, hein, vous êtes viré. Là, il n'y avait aucun souci. Et l'histoire de Diane demandait à ce que les personnages soient comme ça, donc il a servi l'histoire, il a fait ce qu'on lui demandait. Donc il peut y avoir un mélange de provocation, mais c'est aussi justement un magazine qui permet à ses auteurs de casser quelques barrières, en tout cas. Voilà. How can you explain the longevity of the characters in 2080, like Judge Dredd, Slane, who had his 30th birthday last year? Anyone? Well, I'm just going to translate the question. Okay. En fait, je demandais comment ils pouvaient expliquer la longévité des personnages qui sont un peu comme chez Marvel ou chez DC, qui sont là depuis 30 ans, comme Slade ou Judge Dredd qui a 34 ans, qui est aussi vieux que le magazine, 37 même. You can go. Well, I don't know so much about Slane, but Judge Dredd certainly, I think, it definitely helps that he ages in real time, which I don't think any other. I'm hard pressed to think now that John Constantine's been rebooted of any other character who does that, who will age, a year in the comic per year of real time, and the kind of the world he inhabits also kind of evolves and ages in real time as well, and that lets the strip really examine kind of current affairs and stay topical in a way that maybe
it's a little difficult for, I don't know, something like the Fantastic Four, who were like fighting the communists and, you know, in the 60s, and I mean, you know, the whole origin where they're sort of shooting up into space is just, you know, after 1969 that suddenly becomes a very different animal. But Judge Dredd does have the advantage of the kind of real-time agent. So I'd say that's a big part of it, and it's maybe something that that approach is something that's shared with the other strips. But I'll let somebody else comment on those. Yeah. Donc en fait, il explique que la longévité du personnage, s'explique peut-être par le fait qu'en fait, il vieillit. En fait, quand il y a un an de publication, le personnage prend un an. Il vieillit en temps réel. Donc il y a une évolution aussi physique, et chaque artiste essaye de vraiment avoir le personnage qui vieillit. Donc là, on peut voir que maintenant le Dredd est beaucoup plus massif, beaucoup plus âgé, vieux, qu'au début où il était plus fin, plus jeune, tout simplement. Donc voilà, il pense que c'est ça qui peut l'expliquer. Il explique aussi que les Fantastic Four, par exemple, ont des origines qui sont très très ancrées dans l'époque à laquelle ça a été fait, donc en 61. Et il dit que peut-être si ça avait été après 69, donc après le premier homme sur la Lune, ça aurait pu avoir des origines différentes. Voilà, donc il pense que Dredd, ça s'explique aussi par le fait qu'il vieillit, et qu'il n'y a pas beaucoup non plus d'autres personnages qui ont cette particularité, à part peut-être Constantine à l'époque de Vertigo. Al said it so perfectly. I think with the longevity of Dredd as well is that each generation has their own Dredd. It starts off kind of on the back of punk and kind of anti-establishment, and then Mark Miller took a stint, Garth Ennis took a stint, Grant, Al. It's all filtered through the next new generation coming up, and I think that keeps it alive more so than things like Slane, where Slane is kind of Pat Mills' particular vision, and it's stayed with him and some of the other characters. Strontium Dog to a certain degree, like Dredd, but I think Dredd definitely is it's like the barometer of the comic, and reflects the times and reflects the different generations of writers and artists coming up. Kian pense aussi que c'est le fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont passés dessus, un peu comme Batman, enfin qui sont passés sur le personnage, qui l'ont écrit. Et donc il pense que c'est ça aussi qui fait qu'à chaque fois ça s'adapte à l'auteur, et ça permet de le faire évoluer, d'avoir une vision différente, contrairement à Slane. Don't translate it. Contrairement à Slane, en fait, qui est la vision particulière du créateur, qui est Pat Mills. Anyone else want to answer? Lee, you got any ideas about this? What? Yeah. Did you get the question? Well, 2000 AD is basically the same age as I am, 38 years. And if it's anything like me, I'm guessing 2000 AD must use the same type of moisturizer I use every day to stay young and fresh. That's all I've got. Was a question: why is longevity of Judge Dredd? Well, I think a lot of it's down to the basic design that Carlos and then Mick McMahon and Brian Bolland refined. It's just a classic design, and it's backed up with really good scripts and most times good artwork as well. So yeah. En fait, il explique, Kevin explique que c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de bons scripts que le personnage, décidément, a un très bon design. Ce qui est vrai, c'est un design qui n'a pas beaucoup évolué finalement depuis sa création. Au début, ça a beaucoup évolué rapidement, notamment avec Mike McMahon et Carlos Esquera, et ensuite il n'y a plus beaucoup d'évolution. Voilà. Pour compléter ce que dit Kevin, en fait, il faut savoir que dans 2000 AD, vous avez des histoires qui sont complètement autonomes, des one-off, des choses qui début, milieu, fin. Vous avez des strips qui dureront plus longtemps. Il y en a qui ont une fin déterminée. En fait, Dredd est le seul qui soit présent toutes les semaines. Ce qui veut dire que les artistes et les créateurs qui sont ici insistent aussi sur la qualité des scripts, puisque, bon, alors évidemment, il peut y avoir des variations, mais Dredd, en fait, apparaît régulièrement. C'est le personnage phare. Il y a toute une rotation derrière qui pourra être modifiée selon les desiderata de Matt Smith, justement, l'éditeur, mais Dredd est toujours là. I wanted to talk about a sentence you had once. You said in a magazine, I think, that 2080 was one of the last bastions of British fiction. If you want to relate with that, the Britishness of... If you want to do it, je vais leur expliquer.
Ian Edginton, ici avait dit dans une interview que c'est pour ça que c'est peut-être pas très bien connu en France. 2000 AD représente une forme très britannique de fiction. C'est-à-dire sur un paysage de genre, action, horreur, fantastique, où c'est très américanisé. Il y a des histoires dans 2000 AD qu'on ne peut dire que dans un magazine britannique, avec des allusions et des références britanniques, ce qui peut nous intéresser, nous Français. Je voulais, ça vous intéresse, les faire s'exprimer là-dessus. If you're up to it. Just trying to think where to start. I'm 51, and so when I was growing up, there were a lot of children's comics. There's things like Valiant and a lot of science fiction and adventure. I think your mic's not. Yeah. Take the other one. No problem. Okay, I'll start. Oh wow. Woo. Woo. Okay. So I'm 51. I'm a man of a certain age. When I was growing up, there were a lot of comics in the newsagents in the news store. Primarily they were war, which was a bit disconcerting. But there was a lot of science fiction and adventure, and gradually over time they've kind of fallen by the wayside, sales and whatnot. And so, but 2000 AD is pretty much held fast. And I have children of my own now, but when we go looking for comics, it's TV and movie related stuff with a plastic toy on, and it's like £3 or £4, and so there's nothing quite like it was. But 2000 AD, I don't know. It's hard to explain. It's still there. It's part of the establishment, and it kind of reflects the times and what the writers and artists bring to it. And I think that's kind of keeps it current and updates it. What was ever in the news, a week or so ago, some things are reflected, and it just kind of keeps pace with I don't know, if I say with modern life, that seems with the times. Yeah. Donc, il vient d'expliquer en fait que le paysage des comics britanniques après la Seconde Guerre, c'était avant tout plus des histoires d'action. Donc vous aviez beaucoup de comics de guerre, il y avait Battle, des histoires de... Enfin, voilà, beaucoup d'histoires d'action, des histoires d'espions, de ce genre qu'on pouvait trouver jusqu'aux années 70. Et après, ça a commencé à changer un petit peu. Il y avait une grosse partie de la production britannique qui était basée, en fait... les comics, c'était des spin-offs, si vous voulez, de séries télé, de licences populaires. Et en fait, 2000 AD permettait, quand il est né... déjà donc une approche plus diverse c'était sa propre entité, c'est-à-dire que moi-même j'ai du mal à le traduire en fait. Ça s'inspirait de ce qui se passait à l'époque, ça continue de s'inspirer de ce qui se passe à l'époque, et c'est à la fois sa petite bulle mais aussi quelque chose qui permet de refléter l'époque, les problèmes, les changements qu'on ressent en fait. C'est ce qui fait partie de sa spécificité. Je ne sais pas si je suis clair en fait, mais c'est assez difficile à... Juste pour illustrer en fait ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a quelques temps, il y a eu un souci avec l'Écosse, qui voulait devenir indépendante. Et sur la couverture du magazine de Judge Dredd, il y avait Dredd et un Écossais. Un Écossais du monde de Dredd qui voulait l'indépendance en fait. Et donc, Freedom! Yeah. We talked about the cover on the magazine. With the Scottish guy, when there was the independence of that, to illustrate what you say. Maybe last question, guys. What was your favorite work for 2000 AD? What was your favorite story or script? Yeah, that you've done, or all of you? Other? Yeah. I guess probably the thing that I'm happiest with and that seems to have resonated the most would be Zombo, which was originally kind of Henry Flint's idea, but he sort of took it to me to kind of put a bit of meat on the bones, and together we've sort of, I think now it's kind of our co-creation, because I ended up adding a lot to it, although it was originally his. And I think that seems to have gone down very well, and I think it's the kind of thing that only 2000 AD could publish, and it's a very anarchic, very kind of I am pretty much allowed the leeway to get away with absolutely anything, which is very much appreciated, and it's something that people are always kind of asking for more of, and it gets more and more difficult to produce every time, because every series has to be better and funnier than the one that came before. So
But you know, that's a challenge. I'm still, and I don't do as much work for 2008 as I used to. But Zombo is definitely something I wanna keep carrying on with. And I guess a work that I didn't have anything to do with, Nemesis the Warlock, which is the Pat Mills' great work about where the villains are. It's basically the sort of humans versus aliens story, but where the aliens are sort of the goodies and the humans are the baddies, to kind of take it down to a very basic level. But it's full of such imagination and invention. Really, if you were to find the first book of that with Kevin O'Neill on the art, it does just blow you away. It's like medieval manuscripts. It's like Hieronymus Bosch in the in terms of the kind of the pages artistic are great. imagination. Pages of Kevin, just amazing. Yeah, absolutely phenomenal. On les présente pour les. Mhm. Aux gens que ça parle vite fait. Ouais, je vais présenter. Donc en fait, tu pourras présenter Zombo parce que j'ai pas lu. Ouais. Le travail préféré qu'Al a fait pour 2000 AD, c'est Zombo, donc une série qu'il a faite avec Henry Flint, qui est un des grands dessinateurs de 2000 AD. Et en fait, c'est Flint qui a créé le concept, et il a demandé à Al de l'habiller un peu, de donner de la matière. Donc ce qu'elle a fait. Par contre, il explique que c'est difficile de le produire maintenant parce qu'à chaque fois, il faut que l'histoire soit meilleure. Donc il veut que ce soit vraiment encore plus drôle, encore mieux écrit. Et son histoire préférée, qui n'est pas de lui, c'est Nemesis de Warlock, donc qui est une grande saga des années 80, créée par Pat Mills et Kevin O'Neill, qui en fait reprend un peu l'Inquisition espagnole. Et donc c'est très compliqué à expliquer parce que le concept est un peu fou. Et il la renverse, et c'est les humains contre les aliens, et les aliens sont les gentils. Et les humains sont ceux qui oppressent les aliens et qui veulent les annihiler. Voilà. Pour ceux qui veulent se renseigner, parce que vous avez Amazon, vous avez Google, c'est très simple à trouver. Ceux qui ne sont pas familiers avec les dessins de Kevin O'Neill, c'est très ornementé, c'est très baroque, c'est très détaillé. Et vous avez donc la hargne du propos que vous disiez, Kevin. Zombo, s'il y en a quelques-uns parmi vous qui connaissent le personnage de Deadpool, tout simplement, c'est pire et c'est mieux. Vous avez effectivement le dessin d'Henry Flynn qui brasse beaucoup d'influence. C'est une série avec un humour très très noir, beaucoup de violence, très décalée, mais aussi beaucoup d'intelligence, et c'est sans doute pour ça que c'est de plus en plus difficile à produire. Il y a des trade paperback, des albums qui existent, ils sont seulement en anglais, mais ils sont relativement simples à trouver, et chaque arc est autonome. Donc c'est vraiment une comédie noire, ça se voit quand on fait simplement une recherche d'images, et c'est un personnage three stories now, 3 complete stories I think. 4. Yeah, that's it. Donc vous avez deux volumes avec au total 4 histoires conséquentes. L'ayant lu, je vous le recommande profondément. Oh, hello. My own personal favourite of my own work is Brass Sun, which is the new series. Because with previous series, I'd written each episode as a beginning, middle, and end, and a cliffhanger. But with this, I kind of went back in. I thought, well, I'm going to purposely do it as a long form story. So so one episode, not a great deal might happen, but the next there's a lot, because it's actually meant to be read as a big long form collection, 2-3 series collected together. So I took like a long view of it, and 2080 were great because they, I said, is that okay? And they went, that's fine. So it's been a new exercise like storytelling for me, and it's worked out really well. My favourite Zenith, I would have to say, just because it was a precursor of things like The Authority and all that kind of, and it's really annoying, pissy punk hero as superhero, and just Grant kind of, when you look back now, there are a few holes in it, but it's Grant finding his feet as a writer, and it's kind of being, an annoying young, arrogant young man and going, I'm, swagger, and it's, he's as much, swaggering as the Zenith character, and that comes over, and it's with the new collections now, rereading it, it still holds up, and so yeah, I like that. En fait, Ayan expliquait que ce qui lui avait le plus plu sur son travail, c'était Brass Sun qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, qui est une série en fait qui est très ambitieuse de science-fiction, de steampunk,
où il peut en fait avoir un début, un milieu, une fin. Donc c'est vraiment épique. À la lecture, en fait, parfois les chapitres peuvent paraître un petit peu décompressés, mais vous avez une véritable progression. Il évoquait donc sinon pour ce qui est des classiques de 2000 AD, un strip qui s'appelle Zenith de Grant Morrison et Steve. Comment on le prononce ? Steve Yowell, qui parle en fait d'un adolescent qui a des super pouvoirs. Il descend d'une dynastie de super-héros, comme le comparait très bien Yann en fait à ceux qui connaissent The Authority, c'est-à-dire c'est un regard très iconoclaste, très moderne, très ironique sur le super-héros. C'était un strip qui existait en noir et blanc, qui a eu 4 livres, 4 phases. Le personnage en fait débute, vous me pardonnerez l'expression, on est entre nous, hein, entre gens de bonne qualité comme un petit con, et en fait il va être confronté ensuite à un monde de super-héros. Là encore, pour avoir eu la chance de lire la série, elle a été longtemps introuvable. Vous avez tout récemment Rébellion, donc, qui a relancé 2 très beaux volumes en cartonné, noir et blanc, qui reprennent l'intégralité de la série. Il y en aura 4. C'est du Grant Morrison, donc c'est parfois excessivement hermétique, mais ça reste toujours drôle. Le personnage est attachant et les dessins en fait sont en noir et blanc, très réalistes, ont une certaine platitude qui est recherchée. Et effectivement, c'est d'autant plus culte pour 2000 AD que ça a été longtemps indisponible pour une question de droit. Il disait que c'était encore quelque chose qui avait de la valeur à lire aujourd'hui, ce que je peux personnellement vous confirmer. Ça a un certain âge maintenant et ça reste très punchy à lire. Vous avez des super vilains nazis qui reviennent dans le premier volume, des entités interdimensionnelles, ceux qui connaissent Lovecraft aimeront bien. Enfin, et de magnifiques designs en plus, très originaux. Voilà, fin de la publicité. I've been quite lucky to work with not with that many different writers really. So I worked on Sinister Dexter with Dan Abnett for a long space of time, but I felt that, not just because he's here, but I felt that when Ian and I first got together on Stone Island, that was when I really enjoyed sort of talking with a writer about what we were going to do, and I think we did two stories with that, didn't we? 2 series with that, and that I found an incredibly healthy sort of way of working. And then we moved on to Anthony Crucis after that, which was just as good. That was great fun too. And hopefully, touch wood, that's not the end of that. We'll do some more of that. But I've been slightly sidetracked with doing Slain, which has been great, and that's leading on to the thing that really my favourite stuff in 2000 AD was Mick McMahon's Slain stuff. The Sky Chariot story was absolutely amazing, and rereading that for preparation for doing Slain was just a treat again to read it. So that's that. Donc ce que Simon explique, c'est qu'il n'a pas bossé avec beaucoup de scénaristes chez 2000 AD. Il a bossé longtemps avec Dan Abnett, notamment sur Sinister Dexter. Et après, ensuite, il a bossé avec Ian. Donc il dit que c'est pas parce qu'il est là, mais c'était aussi une très bonne collaboration parce qu'ils pouvaient discuter ensemble de ce qu'ils allaient faire sur la série. Simplement, ils pouvaient échanger et donner ses idées. Ensuite, ils ont fait Anthony Crucis, qui était aussi une très très bonne série. Et son travail préféré de chez 2000 AD, qui n'est pas de lui, c'est le Slain de Mick McMahon, parce que c'était un magnifique travail, quelque chose de très graphique. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste. Donc voilà, c'est son travail préféré chez 2000 AD. I feel ridiculously lucky working with the creator, Pat Mills, creator of 2000 AD, Pat Mills, who's the writer on Defoe. It's been like the longest running series that I work on. 17th Century Zombie Hunter. What I love about it is that it's been black and white, and I know it's black and white comics aren't as commercial as colour, but it harkens back to a time in comics that I used to love, like the 80s comics. I used to collect Eagle and Scream and stuff like that, and I just loved the black and white art form. Pat Mills is he's brilliant to work with. He sends me loads of reference.
he accepts any like suggestions I might have. Like one in particular, one favourite of mine was he asked me what I wanted, any particular scene I wanted to draw. I said I've got a cool idea in my head where he meets a zombie. Defoe comes across a zombie mother with a carrying the zombie baby, and she throws her zombie baby at his face like an alien face hugger, and sticks to his face. And he worked that into it, and yeah, I love that page. I'm so proud of that page. It's brilliant how it came together. As for what someone else has done, Steve Dillon drew a Judge Dredd called Cry of the Werewolf, which is just gorgeous work. Werewolves are always cool, but what I particularly love about that story is that in an interview he admitted to having to draw it during the hot summer's day, whilst his girlfriend and her best friend were outside in the back garden sunbathing topless, and he had to stay indoors and draw a freaking werewolf while they were outside doing that. Yeah, there you go. Alors, il disait en fait que donc il se trouvait très heureux de discuter, de travailler avec Pat Mills, donc qui est le créateur de 2080. Defoe est en noir et blanc, son strip le plus important. Il y a toujours au moins un strip en noir et blanc dans 2080. C'est une tradition. Et comme disait Lee, en fait, ça rappelle une époque révolue en fait, où il y avait énormément de comics britanniques qui étaient en noir et blanc. Il a évoqué, je ne vais pas tout vous spoiler, mais des pages, vous avez entendu les mots principaux, bébé, zombie, jeté, figure, etc. Donc Pat Mills lui demande parfois des illustrations et des pages assez outrancières. Là encore, si vous allez jeter un coup d'œil sur Google, sur la série, vous vous rendrez vite compte de la teneur abominable de la chose. Sinon, pour ce qui était des... Alors, il disait aussi que Pat Mills, il envoie beaucoup de références. Et c'est vrai que Pat Mills, c'est un scénariste qui s'intéresse beaucoup à l'histoire et au folklore et aux traditions de son pays. Donc, qu'il éprouvait de l'intérêt à travailler avec. Sinon, au niveau des classiques, il parlait d'une histoire de Dredd où effectivement donc, il y a des loups-garous dessinés par Steve Dillon. Il y en a beaucoup qui le connaissent, je pense, pour Preacher. Voilà, où il est arrivé après. Dillon a fait pas mal de Dredd. Et les contraintes de la vie d'artiste, c'est que parfois, là encore, vous avez largement saisi les mots-clés, la famille s'amuse, il y a des belles choses à voir, mais l'artiste reste cloîtré à la maison pour dessiner le loup-garou. Et comme c'est plein de poils, c'est long, c'est laborieux, il faut le faire bien. Voilà. Donc ça... Dans quelle période on peut les trouver, ça ? Je pense en fait que pour ceux qui seraient curieux, Defoe est disponible là encore en trade paperback, donc en album souple relié en anglais. L'histoire que Lee évoque doit être, mais je ne sais pas si les éditions françaises sont arrivées jusque-là, dans les gros volumes d'intégrales de Judge Dredd, d'accord ? Parce que le Cry of the Werewolf, c'est un des premiers strips, donc vraiment noir et blanc, relativement facile à trouver, je pense, pour ceux qui voudraient aller voir par eux-mêmes. My favourite work on 2000 is the one I've just finished doing. Actually, it's called The Man from the Ministry, and it's. But I haven't been in 2000 for about 20 years. I've been doing comics since I left Iron Man. Really, I've been doing children's books and general illustration. And Gordon Rennie just emailed me and said, "Do you want to do this?" I said, "Oh yeah, yes please." And it was a great script. I really enjoyed drawing it. So we've got another series as well. So I'm very pleased by that. I think my favourite 2000 story, I think it's probably the Cursed Earth, first Judge Dredd epic that took him outside of Mega City 1. I really enjoyed that. And it's sort of actually, it's how December 2000 he was reading that. So. Thank you. Ok. Donc, Kevin expliquait que bon. Là, ça se voit pas, mais je suis encore très jeune. Et donc, il avait pas fait de comics pendant très longtemps. Donc, il a surtout fait d'autres projets, des livres pour enfants, j'ai parlé des designs tout à l'heure. Et donc, il est revenu dans le groupe 2080 via le magazine et Man from the Ministry. Donc, il a apprécié parce que, bon, on l'a contacté. En fait, le script était bon. C'est Gordon Rennie, qui est un très bon scénariste, un des plus grands de l'époque actuelle de 2080, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, présente un côté très délibérément old school, vous savez, un petit peu rétro de la science-fiction britannique. Donc il est revenu avec ça. C'est encore un strip en noir et blanc, d'ailleurs, avec des petits effets de texture. Il se termine tout juste. Il est terminé. Voilà, il vient juste de s'achever, donc il faudra attendre un petit peu pour avoir une édition complète.
Par ailleurs, il conseillait chez les classiques The Cursed Earth, donc la Dread, la Terre maudite. C'est un très très long arc, avec beaucoup de dessinateurs différents. Brian Bolland, McMahon, Esquerra. Pardon. Et Ron Smith. Enfin, il y a toute une mosaïque de très bons dessinateurs de l'époque, dans lequel Dredd, là encore, sans vous bousiller le plaisir, est obligé de quitter les limites de Mega City One. Même ceux qui sont peut-être pas familiers avec la BD, dans le film ils en parlent. Il sort dans les murs. C'est terrible. C'est encore plus dévasté à l'intérieur, enfin à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quelques chapitres manquent pour une question de droit parce qu'ils avaient fait une satire assez pointue de McDonald's à l'époque qui a envoyé ses avocats. Ça existait déjà à l'époque, ça se faisait bien. Donc il est impossible maintenant, à moins de retrouver les fascicules originaux, de l'avoir en entier. Mais par contre, c'est une histoire qui se trouve très facilement. C'est du noir et blanc, c'est très gritty, c'est très poussiéreux, c'est très délibérément sale. C'est très divertissant à lire, on s'ennuie pas. Et vous avez, avec Cursters, toute une mosaïque des grands artistes qui travaillaient sur Dredd à l'époque. C'est un monument, c'est une des sagas les plus souvent réimprimées. Pour ceux que ça intéresserait, il y a un petit volume en format, vous savez, digest, qui est disponible chez Rebellion, là encore, donc facilement trouvable sur Internet, qui reprend toute la saga dans un format vraiment, vraiment pratique et très bien reproduit. Voilà. So thank you guys for your time. Thank you. Appreciate it. Merci. Merci.